Bonjour à vous. Vous remarquez sûrement que je suis dans un décor complètement différent. Je suis en Provence et aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes réflexions comme d'habitude, sans prétention, en espérant que ce à quoi je pense, puis aussi le partage de mes connaissances puisse vous aider, vous accompagner dans cette transition. J'imagine qu'on est tous dans une transition à différents endroits de notre évolution entre un système, on va l'appeler comme ça, un monde, un univers dans lequel on était emprisonné, puis duquel on sort, on se libère pour aller vers un autre monde qui correspond davantage à nos valeurs, aux valeurs du cœur. On pourrait penser que le monde qu'on quitte en est un qui est plus centré sur le mental, sur la déconnexion avec la réalité dans un univers qui est virtuel, en grande partie en tout ce qu'on va passer à la télé, tous les montages qui sont faits, l'information qui circule, mais qui n'est pas nécessairement une représentation de la réalité, de celle que vous pouvez observer quand vous coupez le câble, comme on dit, quand vous arrêtez de passer autant de temps devant vos écrans, puis que vous allez dehors ou que vous allez à la rencontre d'autres personnes. Puis, je vais me servir de mon voyage de la Suède à la Provence pour vous introduire à quelques modèles qu'on utilise en psychologie. Alors, je suis arrêtée à Munich, à l'aéroport, pendant un bon moment avant de prendre l'avion pour Marseille. Puis, à l'aéroport, il était indiqué qu'il était fortement recommandé de porter son masque. Et ce qui m'a surpris, c'est que la plupart des gens ne le portaient pas. C'est une grande majorité des gens qui respiraient librement. Ensuite, dans l'avion, là, c'était dit autrement. On parlait d'une obligation de port de masque. Mais on nous passait rapidement une bouteille d'eau, ce qui faisait que certaines personnes, et là, c'est vraiment pas la majorité, pouvaient enlever leur masque durant tout le vol. Ce que j'ai fait, j'ai remarqué qu'autour de moi, la plupart des gens le portaient. Il y a une jeune fille à côté qui, probablement me voyant l'enlever, puis probablement aussi parce qu'elle n'était pas confortable avec ça, elle l'a enlevé à son tour. On a un grand défi, chacun d'entre nous, à être confronté aux règles, aux lois, puis à prendre une décision pour soi, avec en tête le bon sens. Et ce bon sens, il faut le retrouver parce que cet univers virtuel nous entraîne vers quelque chose qui est illogique, mais qu'on croit à cause d'un phénomène que Daniel Kahneman, qui est un psychologue, mais qui a gagné le prix Nobel d'économie, a beaucoup parlé, qui est le fait que notre cerveau fonctionne par association, puis les sommes toutes assez paresseux. J'y reviendrai. Mais ces règles qu'on voit dans les aéroports, les avions, dans notre société, ça laisse l'impression qu'on vit dans une société normalisée. Et lorsque je suis arrivée en Provence, j'ai eu l'occasion de visiter Touareg. Et j'étais avec Philippe Guillemont. Puis, il me dit qu'il aimait beaucoup cette ville-là. Il dit, j'ai demandé pourquoi. Il dit, c'est parce qu'elle est indisciplinée. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis, on pouvait observer autour de nous que toutes les maisons étaient très différentes. Il y avait des rues tellement étroites qu'on ne pouvait pas circuler à deux. C'était inégal partout. Et il y avait, c'est vrai, un sentiment que c'est un autre monde. On passait du monde normalisé
des villes avec des rues, toujours la même grandeur, dans la même direction, perpendiculaire. Alors ici, dans cette ville qui était très ancienne, on retrouvait cette indiscipline et ça devrait nous parler. On a un choix à faire de suivre notre cœur, le bon sens, qui nous amène parfois, en se comparant aux règles, à se sentir indiscipliné. Et ça, c'est un défi. J'ai rencontré aussi avec Philippe Annie, qui est une productrice de fromage de chèvre. Et elle est dans un petit village aussi. Puis elle nous a parlé avec beaucoup de douceur de son contact au vivant. Et on pouvait comparer son travail manuel, elle nous a montré la pièce où elle mettait les fromages, à ces industries qui produisent le fromage. Puis elle disait entre autres qu'avec toutes les lois qui sortent, qui sont nouvelles, ça devient quasiment impossible pour un petit producteur local de survivre. Et là aussi, il faudra comme société se positionner en faisant un choix entre des règles qui favorisent les grandes compagnies, mais la standardisation des produits, et qui fait en sorte que ce qu'on mange n'est plus vivant. Parce qu'il nous a bien fait comprendre que ce contact qu'elle avait en façonnant les fromages avec ses mains, par exemple, ça faisait passer son cœur, son intention, son corps même, tout ce qui est vivant, à travers le produit qu'on consommait par la suite. On peut consommer du vivant ou de l'artificiel. Ensuite, il y a tellement de choses qui s'est passé dans cette petite semaine. On a été reçus par Marine et Romain, deux personnes tellement généreuses qui nous ont reçus sur leur terrasse. Et on s'est raconté, ce qu'on a vécu à travers cette crise. Et puis, Marine m'expliquait que lorsqu'ils ont instauré le confinement en France, eux ont fait le contraire. Ils ont invité une vingtaine de personnes à manger chez eux. Et à travers cet exemple-là, on pouvait réaliser que grâce au confinement, on a créé quelque chose qu'on avait cessé de faire, qui est de se rassembler entre amis, entre étrangers même, parce qu'elle a invité les gens, puis est venue chez elle, des personnes qu'elle ne connaissait pas. Puis ensemble, ils ont partagé un repas, discuté, refait le monde. Alors comment, parfois, les circonstances très négatives peuvent nous forcer à créer quelque chose de nouveau qui est très bon. Philippe a fait un atelier sur les synchronicités et il a invité, entre autres, Louis Fouché et Carole, qui est sa conjointe, puis un autre médecin, à travers des amis, parmi des amis. Et d'abord, Louis, c'est une personne très, très humble, très modeste, qui prend sa place, juste sa place dans le groupe. Et ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est le fait que chaque personne qui était présente avait une valeur égale. Et il n'y avait pas plus d'attention portée à Louis, par exemple, qu'à chacune des autres personnes sur place, pas plus de respect les unes pour les autres, les personnes qui étaient là. Et ça, c'est important de se le rappeler. Il y a une forme d'élitisme dans la société qu'on peut retrouver aussi dans nos petits groupes de personnes qui n'embarquent pas dans le narratif du gouvernement. Une élite. Et on peut se voir refaire la même chose avec ces gens-là. Les considérer comme ayant plus de valeur que nous. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir ce sentiment d'être en admiration devant certaines personnes, tout simplement parce qu'elles parlent en public. Et de vous accorder moins d'importance en disant, par exemple, moi, je ne fais pas grand-chose.
Chaque personne a une place dans ce monde, a une fonction, a une unicité, quelque chose de très particulier à partager au reste du monde. Je parle de l'élitisme, puis je reviens à l'ego, qui pour moi est probablement pas l'un des plus gros obstacles à cette transition. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Attendez que je lise ce que j'ai mis. L'ego, dans le fond, c'est avoir un souci pour son image personnelle. Alors, l'ego apparaît lorsqu'on veut protéger notre image personnelle. Et ce qui peut sembler être impressionnant pour les autres à travers les comportements qu'on a pour protéger notre image, ça parle de nos limites, de nos faiblesses. Alors, nécessairement, quand quelqu'un jalouse une autre personne, puis dans ses paroles, va la discréditer, quand publiquement, on va commencer à parler les uns contre les autres, ben, c'est notre ego qui est atteint. Et je le répète, à mon avis, c'est l'un des obstacles majeurs de cette transition. Alors, c'est à nous de regarder les moments où on se sent fragile, puis qu'on met en place notre ego, ben, qu'on met en place, dans le fond, c'est assez automatique, hein? L'ego réagit. Et il y a en ce moment des conflits entre, ben, en ce moment, il y en a eu aussi, et il y en aura d'autres, des conflits entre les élites des groupes dont on parle à la télévision, mais aussi des groupes qui sont présents dans les médias sociaux. Et ce que j'en pense, c'est que c'est une occasion, un peu comme la crise actuelle, c'est une occasion d'être éclairé sur les dynamiques humaines qui ont lieu, sur la manipulation, les stratégies qui sont utilisées, mais aussi sur les pièges dans lesquels on tombe. Et ça va passer nécessairement. Et ce qui est beau dans l'élite des médias sociaux, c'est qu'il y a une forme de conscience qui fait que ces gens-là finissent par s'apaiser, retrouver leur calme, puis reconnaître leur tort et se réconcilient. Parfois, ça n'arrive pas, puis c'est pas la fin du monde. Quand ça n'arrive pas, puis qu'on est offusqué parce que ceux qu'on admire partagent avec nous leurs faiblesses à travers leur ego, bien, ça nous permet de nous redonner notre valeur personnelle, de les remettre au même pied d'égalité avec nous. Alors, tant mieux. Pourquoi l'ego ressort? Pourquoi on commence à discréditer les autres? Pourquoi on se choque contre les autres? C'est parce qu'on a peur. On parle beaucoup de la peur des autres, mais on a tous à certains moments peur, nous aussi. Peur d'être entraîné, par exemple, dans la folie de l'autre, ou peur que l'autre entraîne d'autres personnes qui nous tiennent à cœur ou qu'on ne connaît pas. Mais nécessairement, c'est la peur qui nous guide quand ça arrive. Et l'une des façons de s'en sortir, c'est de retrouver la confiance dans la vie, de savoir que la vie est là un mécanisme d'autorégulation. On parle souvent de ce dessin intelligent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie a toujours une tendance à retrouver son équilibre. Elle part de chaos et retrouve l'ordre. Et nous, on est entraînés là-dedans. Alors, nécessairement, on se retrouve dans ce mouvement de rééquilibrage, si on peut dire. Alors, avoir confiance dans ce mouvement naturel, avoir confiance en l'autre, avoir confiance en soi, de savoir qu'au bout du compte, on va retrouver en nous ce sentiment qu'on est aimable. Parce que c'est toujours ça qui est atteint. Malgré nos limites personnelles, on est aimable. Il y a des gens qui nous aiment.
Comment on fait aussi pour s'en sortir? C'est en considérant les dynamiques communes entre nous. Souvent, en thérapie, on va inviter chaque personne à parler au « je ». Je ressens ceci, par exemple. L'expérience que j'ai, c'est celle-ci. Plutôt qu'en accusant l'autre. Tu es comme ça, tu fais ça, tu as cette intention-là. Et quand on est dans un groupe, on va proposer de parler au « on ». On vit un conflit. C'est pas toi, c'est pas moi. On vit tous les deux un conflit. On s'est fait prendre par des malentendus entre nous. Le « on » est unificateur. Et c'est ça qui nous aide à nous en sortir. J'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de ce sentiment de supériorité qu'ont certains élites et qui entraîne une forme de mépris de l'humanité, du peuple, de la population, qui est traitée un peu comme du bétail des esclaves. Et on peut retrouver ce sentiment de supériorité quand on a l'impression que nous, ben, on est correct, on est OK, mais l'autre ne l'est pas. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais notre vie terrestre, on peut dire ça comme ça, nous amène à expérimenter l'imperfection de la vie, des relations entre les gens, de nos imperfections aussi. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ça qui est source de conflit. Mais il y a un moyen de s'élever. C'est l'image qui me vient de s'élever, de prendre une distance et d'être davantage dans le « on », dans le « nous », dans ce qui est commun à chacun. J'avais déjà donné cet exemple. Imaginez qu'on est sur un champ de bataille à faire la guerre. Ben, c'est pas le temps de faire remarquer à l'autre que son casque de soldat est tout croche, là. On avance ensemble. On pourrait dire on se bat ensemble. Mais il y a un ami qui me faisait remarquer que de parler en termes de bataille ou en étant contre quelque chose, c'est jamais très productif. Parce que quand on est contre quelque chose, ben on rencontre de la résistance, parfois on la provoque. Alors, c'est probablement mieux de penser dans des termes de « on construit ». On fait quelque chose ensemble qui est très positif. C'est un peu comme si on rentrait dans un magasin en vrac aujourd'hui parce que je vais aborder différents thèmes, mais toujours avec l'objectif de vous partager mes connaissances en psychologie ou encore ma façon de voir la vie qui est très positive, qui est très particulière et que je partage justement avec Philippe Guillemant, chez qui je suis présentement, puis on va probablement faire des vidéos ensemble. Parce que ce qui nous unit, je vais dire ça comme ça, c'est notre vision très positive de cette crise qui peut se résumer en ceci. Ben, si ce n'était pas arrivé, on n'aurait pas ouvert les yeux sur tant de choses. Et l'une des choses qu'on constate, qui est un peu mon dada, c'est essayer d'observer les stratégies qui sont utilisées. Les stratégies qui sont utilisées, par exemple, dans les médias, par les gouvernements ou encore par ceux qui coachent nos gouvernements pour pouvoir mieux les comprendre et se situer justement au-dessus de ça et pas être pris dans la colère, dans le découragement. Et l'une des stratégies, vous la connaissez peut-être, c'est de mettre en place un problème pour ensuite arriver un peu comme un sauveur avec une solution. Et bon, je pensais aux États-Unis qui ont souvent, par hasard, été concernés par des guerres à l'étranger et se sont prétendus des défenseurs d'une partie de la population. Mais dans ces pays en guerre, on a découvert qu'ils, puis là je parle du gouvernement américain ou des entreprises, grandes entreprises militaires, qu'ils fournissaient les armes aux adversaires, ce qui est quand même particulier et qui nous laisse entrevoir qu'il y a eu l'instauration d'un problème, d'un conflit à travers les médias, un peu comme on le vit en ce moment lorsqu'on divise les gens entre les injectés et les non-injectés.
puis qu'après, ben, on instaure des mécanismes de surveillance. Et bon, quand j'en parle, je trouve ça cocasse parce que c'est en lien avec les modèles que propose Philippe. Et l'un d'eux, c'est de dire que le futur influence notre présent ou notre passé. Et on peut voir ça à travers cette stratégie où l'intention, qui est par exemple une plus grande surveillance, est en lien avec le présent ou le passé, qui est le problème qu'on vit, de terrorisme, par exemple. C'est aussi en lien avec ce que David Icke dit, qui est que lorsque vous connaissez la finalité de ce groupe de personnes, vous pouvez mieux comprendre ce qu'on vit présentement. Et il dit, par exemple, que de connect the dot, connecter les points, nous permet justement de faire des liens entre les différents événements qui nous semblent parfois non reliés, mais qui le sont lorsqu'on connaît la finalité. Je parlais de Daniel Kahneman, qui a écrit un livre, Thinking Fast, Thinking Slow. Je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui n'est pas le fun à lire, c'est un livre de statistiques, mais qui nous aide à comprendre que le cerveau humain est paresseux parce qu'il fonctionne essentiellement par association. Et comme on a l'occasion de voir ça en ce moment, parce que les gens vont embarquer dans des phrases très simples qui semblent logiques, une logique de base, mais qui les amène à avoir un jugement erroné. Par exemple, quand on dit « on porte un masque pour le bien commun », ça fait référence à une logique très de base, parce que porter un masque, ça semble être une protection, et de dire qu'on le fait pour le bien commun, ça semble être une valeur importante, ça l'est, c'est une valeur importante. Mais on associe les deux, et c'est très facile, en fait. C'est la tendance, l'automatisme des gens de tomber dans le piège de croire que ça a du sens, ça a de l'allure. Mais ça n'en a pas. Ça n'en a pas parce que il faut pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Des fois, pas tellement plus loin pour comprendre que ce port de masque peut avoir l'effet contraire, c'est de créer un trauma, une peur dans la population. Et, bon, souvent, le futur est possible parce qu'on oublie que, il n'y a pas si longtemps, on empêchait les gens de porter un masque, justement parce que ça créait l'insécurité dans la population. Alors, en ce moment, il y a des phrases qui sont achetées très rapidement, sans référence à toutes les connaissances qu'on a pu avoir à travers l'histoire et qui nous enseignent que c'est pas une bonne chose de porter un masque. Et avec ça, des informations qui circulent, qui ont tendance à apporter de la confusion à l'esprit des gens quand on fait croire que des scientifiques sont pour le port du masque, scientifiques qui, eux aussi, ont eu peur et vont avoir tendance à acheter ces phrases-là qui sont toutes faites. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette histoire-là de raisonnement de base très superficiel qui nous amène à avoir un jugement erroné. Je vais vous donner un exemple parce que je trouve ça vraiment important de saisir cette idée-là. Encore une fois, parce que lorsqu'on comprend les choses, en québécois, on dit on pogne moins. On est moins susceptible d'être manipulé par l'information. Alors, un des exemples qui est donné dans le livre de Kahneman, c'est de dire, imaginez qu'un bâton et une balle valent 1,10 $ et que le bâton vaut 1 $ et que la balle est 10 sous de plus que le bâton. Combien vaut la balle? Alors, la plupart des gens disent que la balle vaut 10 sous. Alors,
Ça paraît logique. Mais quand on y pense comme il faut, quand on fait le calcul, comme le total vaut 1,10 et que le bâton vaut 1 $ de plus que la balle, ben en fait, la balle devrait valoir 5 sous. Mais voyez, quand on présente ça, tout de suite, notre cerveau va associer 1 $, 10, 1 $ 10 et on arrive à une conclusion qui est erronée. Alors, je vous donne un autre exemple qui a pas trait au calcul. Imaginez qu'il y a une personne qui a une apparence très sérieuse, avec des petites lunettes, qui est habillée de façon assez traditionnelle et que je vous demande, est-ce qu'il y a plus statistiquement, est-ce qu'il y a plus de chances que cette personne-là soit une bibliothécaire ou une commis d'épicerie, par exemple? Et notre premier réflexe, parce que je vous ai dit qu'elle est sérieuse, c'est de dire que il y a plus de chances que ça soit une bibliothécaire. Mais alors ça, c'est une association entre une image puis un terme, bibliothécaire, qu'on a fait, que notre cerveau a fait. Dans les faits, statistiquement, comme il y a plus de commis d'épicerie, il y a plus de chances que cette personne-là soit une commis d'épicerie. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce phénomène-là, qui nous permet de comprendre qu'en ce moment, c'est nécessaire de réaliser les jugements erronés qu'on peut avoir sur la base d'un raisonnement très superficiel et d'aller un petit peu plus loin pour considérer d'autres informations qu'on peut mettre en lien pour tirer une conclusion qui est plus... qui est plus vrai, qui est plus près de la vérité. Même ça nous demande pour faire ça de sortir, de s'arrêter, de sortir, c'est-à-dire de la facilité, de faire un petit effort là pour se dégager de cette tonne d'informations qui circulent, puis prendre une distance et puis mettre des éléments d'informations ensemble pour tirer nos propres conclusions. Bon. Je vous donne un autre exemple qui, moi, m'avait interpellée quand j'étais jeune. Quand, entre autres, on parlait du progrès social, progrès dans notre société en présentant des instruments, des outils technologiques. Et c'est vrai que la plupart des gens considéraient que ces outils-là allaient contribuer au progrès. Et je me demandais pourquoi, moi, j'avais tendance à penser que ça allait provoquer plutôt une involution de l'humanité, que ce progrès-là n'était pas nécessairement positif. Puis avec du recul, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, lorsqu'on s'appuie de plus en plus sur une technologie qui est à l'extérieur de soi, par le fait même, on cesse de développer nos propres capacités à agir, à raisonner, justement. Alors, on voit ça de plus en plus, de façon très, très simple. Bon, tous les instruments qui sont fournis aux élèves, par exemple, pour calculer à leur place, pour corriger à leur place, ça les empêche de développer cette capacité de réfléchir, de mettre les éléments en lien, puis de produire quelque chose par eux-mêmes. Et c'est la même chose dans la société, les voitures qui vont stationner par elles-mêmes. Tout ce qui est présenté comme un tiers à l'extérieur de soi, qui facilite le travail, peut être vu comme une involution de l'humanité, un frein à l'évolution personnelle, mais qui, mise ensemble, provoque aussi une involution sociale, finalement. Et quand on régresse, quand on
cesse de développer ses capacités, c'est un peu comme un muscle qu'on arrête d'entraîner, ben, par le fait même, on est moins solide, on est moins capable soi-même de se défendre, de faire les choses, de penser. Ça, c'est ce que je voulais vous partager. Ah oui. Je reviens au conflit dans le monde, au conflit interpersonnel entre les leaders. Dans l'atelier avec Philippe, il y a quelque chose qui a été dit et qui est très intéressant, qui est le fait que les conflits se manifestent par des vibrations. Le terme vibration est très présent dans les modèles de Philippe qui sont issus de la physique quantique et de ses expériences qu'il a faites avec des boules de billard. Il pourra nous en parler davantage. Mais cette idée de vibration qui fait référence au fait que quand on considère le monde immatériel, ce qui n'est pas visible, on voit qu'on est énergie, tout est énergie et donc tout est vibration. Et on communique avec les autres à travers cette énergie, cette vibration. Et le fait que les conflits se manifestent à travers la vibration ou les vibrations nous aide à comprendre que ce qu'on peut vivre intérieurement, comme cette colère, cette peur-là, peut à la fois atteindre les autres, les influencer, créer des réactions chez les autres, mais aussi à l'intérieur de soi. Peut créer le mal en soi. La haine qu'on a vis-à-vis d'une autre personne, elle se répercute à l'intérieur de soi et va contribuer à la création de malaises psychologiques, physiques, qui peuvent se transformer, on le sait de plus en plus, en maladie, en dépendance. Je voyais dans l'atelier comment il y avait un beau groupe de personnes extraordinaires avec des idées, des façons d'être admirables. Puis en même temps, je voyais que chacun de nous, on avait des dépendances. Et lorsqu'on était fâché, découragé par ce qui se passe dans le monde et qu'on en parlait, on avait aussi cette tendance-là à se replier vers une dépendance. Il y a beaucoup de personnes qui fumaient, par exemple, à la pause, qui m'a surprise. Ça m'a surpris parce que on est tous à dire comment l'alimentation est importante, comment on s'est fait avoir par cette alimentation chimique, artificielle, et on saute assez rapidement sur une occasion de se faire du tort physiquement. Moi aussi, moi j'ai plutôt tendance à manger du sucre, des desserts, par exemple. Alors, c'est important de se rendre compte que les vibrations, l'énergie qu'on éprouve, qu'on exprime, se retournent parfois contre nous et nous poussent à aller vers des dépendances. Et qu'on a donc avantage à travailler sur la source du problème et voir comment on peut transformer cette énergie intérieure en quelque chose de positif et créer davantage d'amour pour soi-même, pour les autres, qui favorise en même temps une paix intérieure, une harmonie, et qui va faire en sorte qu'on va moins avoir tendance à aller vers des dépendances. Je termine sur quelques phrases qui ont été dites durant l'atelier sur lesquelles on pourra revenir avec Philippe. Je vous rappelle que ce qui fait qu'on se comprend bien, Philippe et moi, et peut-être qu'on se retrouve dans cette crise, comme plusieurs d'entre vous, vous avez retrouvé des gens extraordinaires avec qui vous n'auriez pas communiqué si ça n'avait pas été de cette crise-là. Alors, ce qui fait qu'on a une vision commune, lui et moi, c'est qu'on est convaincu, lui à travers ses recherches scientifiques, moi à travers mes connaissances en psychologie, mon expérience, et c'est que cette crise est nécessairement très positive
positive, puisque si ça n'avait pas été de cette crise, ben, on aurait été naturellement, sans s'en rendre compte, vers le transhumanisme. Alors, bon, l'une des choses qu'il dit, c'est le futur influence le présent ou le passé. Le futur, ben, je reviendrai sur cette idée-là. Le futur serait déjà déterminé. En fait, il y a un multivers, une multitude de futurs, mais pour nous, il pourrait y avoir un futur déjà déterminé, un chemin tracé. Et la variable qui change, c'est le temps. C'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le temps que ça va nous prendre pour atteindre ce futur, en faisant parfois des détours ou en allant plus vite, en utilisant ce qu'il appelle le libre arbitre. Dans la mesure où l'on pense l'existence en termes de conscience, la réalité est influencée par nos intentions du cœur. Ça, je partage ça. Je suis convaincue que ce qui nous habite intérieurement, nos émotions, influencent la réalité, influence du moins la vision qu'on a de la réalité. Mais cette vision qu'on a, à son tour, va créer concrètement la réalité. Et en psychologie, j'intervenais dans l'atelier en disant que si la physique s'est surtout intéressée à ce monde matériel et en sort progressivement avec la physique quantique, ben en psychologie, on s'est directement et toujours intéressé à ce qui était immatériel. Et quand on dit le futur influence le passé, ou encore ce qu'on porte dans notre cœur va influencer la réalité, concrètement, c'était étudié. Et je vais vous résumer ça très simplement, ce qui va vous permettre peut-être d'observer ça dans votre vie. Lorsqu'on a une vision positive d'une personne ou d'une situation, cette vision ou cette intention, l'enthousiasme par rapport à une personne, par exemple, qu'on a dans notre cœur par rapport à une situation, cet enthousiasme-là, c'est une forme d'énergie qui va faire qu'on va sélectionner dans l'ensemble d'informations qu'on a au sujet de cette situation, de cette personne, les informations qui confirment nos intentions, notre cœur, notre enthousiasme. Et cet enthousiasme-là va se manifester inconsciemment par notre sourire, par exemple, va être capté aussi inconsciemment par la personne, par les personnes qui participent à une situation, et ça va nous revenir inconsciemment à travers leur comportement. Et ce qui est important de savoir, c'est quand on a une vision très négative, on va retrouver le même phénomène. On va sélectionner l'information qui confirme notre vision très négative des choses. Notre comportement va exprimer cette vision inconsciemment, ça va être perçu aussi. Et puis les gens, à travers leur comportement, vont nous renvoyer en réaction à ce qu'ils ont observé sans s'en rendre compte, une confirmation de notre vision. Et c'est là qu'on a du pouvoir sur notre réalité. Si je reviens au futur qui influence le passé, il y a une approche qu'on appelle la thérapie narrative, qui est une technique qu'on utilise en psychothérapie, qui nous permet de comprendre qu'on peut réécrire notre histoire, on peut revenir sur le passé et le changer. Ça paraît miraculeux, mais c'est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on va tous faire des choix inconscients de certaines circonstances, ces situations de notre passé, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans notre passé, puis on va faire un choix sur ce qu'on va se rappeler. C'est un choix, comme je dis, qui n'est pas nécessairement conscient. Par exemple, on va se souvenir de certaines paroles qu'une personne a dites à notre sujet. Et ces paroles qu'on retient vont construire l'image personnelle qu'on a de nous-mêmes. Et va peut-être créer une image qui n'est pas très belle de nous-mêmes ou encore très belle. Et si, par exemple, je reçois quelqu'un ou je recevais dans le passé une personne en consultation avec une image personnelle d'elle-même très négative, je peux travailler avec elle à faire un autre choix d'une personne dans son passé qui avait de l'estime pour elle, qui l'aimait. Et on peut travailler à s'intéresser à quelles sont les qualités, par exemple, qu'elle voyait dans la personne qui me consulte. Et c'est comme ça
qu'on peut réécrire l'histoire et reconstruire le futur, si on peut dire, pas le futur, mais le présent, en ayant retravaillé le passé. Alors, d'abord être conscient que dans l'ensemble d'informations, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment, il y a une tonne d'informations. On va faire une sélection qui est orientée négativement ou positivement. Et si on a construit notre passé sur des informations très négatives, on peut faire un choix différent en revenant sur le passé, en sélectionnant d'autres informations, puis en se demandant comment cette personne, par exemple, qui était aimante dans notre histoire, comment elle peut construire l'image qu'on a de nous, en revenant sur l'idée qu'elle avait de nous. Qu'est-ce qu'elle aimait de nous? Qu'est-ce qu'elle appréciait? C'était quoi l'image qu'elle avait de nous? Et on peut faire ça sur un plan personnel comme on peut faire ça sur un plan social dans les souvenirs qu'on a de notre passé. Comment on peut revenir sur des éléments très constructifs d'un passé social plutôt que sur l'idée qu'on est une société qui a toujours été en guerre et qui a raison de se méfier maintenant. Voyez-vous comment un système peut avoir donné une priorité à des informations très négatives pour nous amener à développer une image sociale de nous très négative qui nous amène à nous protéger, à nous défendre, à nous battre contre d'autres. Et on peut faire d'autres choix. Un peu comme ce qui me vient à l'idée, c'est quand il y a eu un rassemblement à Ottawa, il n'y a pas si longtemps, on a déconstruit l'image que les anglophones et les francophones étaient nécessairement des ennemis parce qu'on a fait quelque chose ensemble dans le « on » qui nous unissait. C'est comme ça que je vais terminer avec l'idée que en psychologie, quand on travaille avec les gens, on se rend compte que souvent, ce qui est au cœur de l'expérience humaine, c'est le besoin d'être aimé. Et lorsqu'on réussit à faire sentir à la personne qui est avec nous qu'elle est aimée, peu importe ses différences, et qu'on réussit à vivre cette expérience-là, à l'intérieur de soi aussi, on va réussir à se dégager de cette imperfection de la vie de nous-mêmes et se situer un peu plus en hauteur, s'en dégager, s'en libérer, pour avoir cette forme de vibration qui est plus positive et influencer ce qui nous entoure. Parce que je crois que pour vous aussi, vous comprenez bien que ce qui se passe sur un plan très individuel peut avoir un effet sur un plan collectif. C'est là-dessus que je veux m'arrêter en vous disant encore une fois, merci, merci tellement d'être en cheminement, faire la paix en vous, puis à l'extérieur de vous aimer, de nous aimer et d'être dans l'action. Je voyais passer le Free to Fly, qui est deux personnes que j'adore, qui sont tellement représentatives de ce nouveau monde basé sur la bienveillance et qui nous invite à être dans l'action. Je vous ai mis un lien avec la vidéo. Il nous invite à écrire à différentes personnes qui peuvent avoir un rôle à jouer dans le dénouement de cette restriction sans fin qui empêche les personnes qui sont non injectées de voyager au Canada. Bon. Et qui demande aussi, je ne sais pas si vous allez le voir dans le lien, mais il demande à ceux qui auraient du temps à donner de leur écrire parce qu'ils recherchent des personnes qui peuvent les aider sur le plan technique pour créer, je pense, des documents audiovisuels. Bon, je pense qu'on a tous avantage à être non seulement dans la bienveillance, dans l'amour, mais aussi dans l'action concrète pour construire cette belle société
qui voient le jour. Grâce à nous, grâce à vous. Et c'est pour ça que je vous dis merci. Puis à bientôt.